15 ans après la mort de Krishnamurti, sa pensée demeure une référence dès lors qu'on parle de spiritualité et de méditation. Loin de prétendre à fonder une église ou une secte, ce philosophe inclassable invite chacun de nous à prendre conscience des multiples conditionnements qui l'environnent, idéologies, croyances, modèles sociaux, etc., afin de s'en dégager et de trouver en lui-même la source de sa liberté. Le livre de la méditation et de la vie offre un ample panorama des thèmes les plus souvent abordés dans son enseignement. La souffrance, le désir, l'amour, la mort. Les chapitres de l'ouvrage correspondent aux mois de l'année et comportent chacun 4 thèmes de réflexion. C'est la manière idéale de découvrir la pensée de Krishnamurti. Cet audio contient tous les enregistrements des lectures du mois de septembre. Libre à vous de les écouter au jour le jour. Pour cela, il vous suffit d'aller dans la description, vous trouverez une minuterie pour chaque jour. Mais vous pouvez aussi l'écouter dans son intégralité et vous pouvez aussi aller choisir au hasard la lecture du jour qui vous convient. Et si ce n'est pas déjà fait, merci de penser à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous, à liker. Ça soutient la chaîne. Merci et bonne écoute. Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 1er septembre. Nous nous prenons pour des intellectuels. Nous disposons presque tous de capacités intellectuelles développées. Ces capacités prétendues intellectuelles ne l'étant que de nom. Nous qui lisons tant de livres pleins des propos d'autrui et de leur multitude de théories et d'idées. Nous nous prenons pour d'authentiques intellectuels dès que nous pouvons citer d'innombrables œuvres, d'innombrables auteurs, avoir des lectures très diverses, et que nous sommes capables d'établir des corrélations et d'offrir des explications. Mais aucun d'entre nous, ou une si infime minorité, n'a de conceptions intellectuelles originales. À force de cultiver cet intellect, ou prétendu tel, nous avons perdu toutes les autres aptitudes, toutes les autres formes de sensibilité, et cela nous pose le problème de savoir comment rééquilibrer notre existence, non seulement afin de disposer des plus hautes aptitudes intellectuelles et d'être capable de raisonner objectivement, de voir les choses telles qu'elles sont, au lieu d'exprimer sans cesse des opinions sur des théories et des règles, mais aussi afin de pouvoir penser par nous-mêmes et examiner de nous-mêmes très attentivement le vrai et le faux. Et voilà, à mon sens, l'une de nos difficultés, cette incapacité à percevoir non seulement les choses extérieures, mais aussi notre vie intérieure, à supposer que nous en ayons une. « 2 septembre. Toute pensée est distraction. L'esprit qui est compétitif, qui s'empêtre dans le conflit du devenir et qui pense en termes de comparaison, est incapable de découvrir le réel. Une pensée-perception qui est intensément en éveil et lucide s'engage dans un processus constant de découverte de soi, découverte qui, étant authentique, est libératrice et créative. Cette découverte de soi nous délivre de toute tendance à acquérir et nous affranchit de la vie complexe de l'intellect. C'est cette vie complexe de l'intellect qui trouve sa satisfaction dans certaines tendances compulsives que sont la curiosité destructrice, les spéculations, le simple savoir, l'exercice de nos talents, le commérage, et ainsi de suite. Et tout cela fait obstacle à une vie simple. Toute tendance compulsive, toute activité spécialisée donne à l'esprit de l'acuité, ainsi qu'un moyen de focaliser la pensée, mais cela n'a rien à voir avec la floraison d'une pensée-perception pénétrant au cœur de la réalité. Se libérer de toute distraction est chose plus difficile, car nous ne comprenons pas pleinement le processus de pensée-perception qui devient à son tour un moyen de distraction. Bien qu'étant toujours incomplet, mais capable d'intérêt pour les spéculations abstraites et capable de les formuler, cette pensée-perception a le pouvoir de se créer ses propres obstacles, ses propres illusions,
qui empêche d'avoir conscience du réel. Elle devient donc sa propre distraction, son propre ennemi. Étant donné que l'esprit est capable de créer des illusions, il faut d'abord comprendre ce pouvoir pour qu'il puisse ensuite se libérer totalement des distractions qu'il s'est créées lui-même. L'esprit doit être parfaitement tranquille, silencieux, car toute pensée peut être une source de distraction. « 3 septembre. Unité du cœur et de l'esprit. La formation de l'intellect n'a pas pour résultat de susciter l'intelligence. Mais en revanche, l'intelligence éclot lorsque nous agissons en parfaite harmonie, tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel. Il y a une énorme différence entre intellect et intelligence. L'intellect n'est autre que la pensée fonctionnant indépendamment de l'émotion. Lorsque notre intellect reçoit, sans qu'il soit tenu compte des émotions, une formation orientée dans une direction particulière, quelle qu'elle soit, nous pouvons avoir un intellect hors pair, mais nous n'avons pas l'intelligence, parce que l'intelligence a en elle la capacité naturelle de ressentir aussi bien que de raisonner. Dans l'intelligence, ces deux capacités sont présentes de manière égale, intense et harmonieuse. De nos jours, l'éducation moderne développe intellect, diffusant de plus en plus d'explications sur la vie, de plus en plus de théories, mais il y manque cette qualité d'harmonie qu'apporte l'affection. Nous nous sommes forgés des esprits habiles pour fuir le conflit. C'est pourquoi nous nous contentons des explications que nous donnent les scientifiques et les philosophes. L'esprit, l'intellect, se satisfait de ces innombrables explications, mais l'intelligence n'est pas. Car pour pouvoir comprendre, l'esprit et le cœur doivent agir en symbiose totale. « 4 septembre. L'intellect corrompt la sensibilité. Il y a, voyez-vous, d'une part l'intellect et de l'autre la sensibilité pure, celle qui fait que nous aimons telle ou telle chose, que nous éprouvons de grandes émotions généreuses. L'intellect raisonne, calcule, pèse, équilibre. Il demande « Est-ce que cela en vaut la peine ? En tirerai-je un bénéfice ?» Il y a d'autre part la sensibilité, ce sentiment extraordinaire qui naît au spectacle du ciel, face à votre voisin, votre femme ou votre mari, votre enfant, devant l'univers, la beauté d'un arbre, et ainsi de suite. Lorsque ces deux pôles de perception s'unissent, la mort est là. Comprenez-vous ? Mais lorsque la sensibilité pure est corrompue par l'intellect, la médiocrité est là. C'est le lot de la plupart d'entre nous. Notre existence est médiocre parce que nous calculons sans cesse. Nous nous demandons sans cesse si cela vaut la peine. Quel sera notre bénéfice ? Non seulement en matière d'argent, mais aussi dans le monde prétendument spirituel. Si je fais ceci, vais-je avoir cela en échange ? « 5 septembre. L'intellect ne résoudra pas nos problèmes. Nous sommes le plus souvent indifférents à cet univers extraordinaire qui nous entoure. Nous ne remarquons jamais le balancement de la feuille sous le souffle du vent. Jamais nous n'observons un brin d'herbe. Jamais nous ne l'effleurons de la main, ni n'en connaissons la qualité d'être. Il ne s'agit pas d'une simple envolée lyrique de ma part. Alors je vous en prie, ne tombez pas dans des états spéculatifs ou émotionnels. Je dis qu'il est essentiel d'avoir cette sensibilité profonde à la vie, au lieu de se laisser piéger dans les ramifications de l'intellect, dans les discussions, dans les examens à réussir, dans les citations, écartant au passage ce qui est neuf, en prétendant que c'est du déjà dit. La voix, ce n'est pas l'intellect. Il ne résoudra jamais nos problèmes. Il ne nous apportera pas cette nourriture qui est impérissable. L'intellect peut raisonner, discuter, analyser, tirer des conclusions à partir d'inductions et ainsi de suite, mais il est limité car il est le résultat de notre conditionnement. Il n'en va pas de même pour la sensibilité. La sensibilité n'est pas conditionnée.
Elle vous arrache d'un seul coup au territoire des peurs et des angoisses. Nous passons les jours et les années de notre vie à cultiver notre intellect, à argumenter, à discuter, à nous battre, à lutter pour devenir quelqu'un et ainsi de suite. Pourtant, cet univers extraordinaire, merveilleux, cette terre qui est si riche, qui n'est ni la terre de Bombay, ni la terre du Punjab, qui n'est ni une terre russe, ni une terre américaine. Cette terre est à nous, elle nous appartient, à vous et à moi. Et il ne s'agit pas là d'une élucubration sentimentale et ridicule, c'est un fait. Mais malheureusement, nous l'avons morcelée, divisée, par mesquinerie, par esprit de clocher. Et nous savons pourquoi nous avons agi de la sorte. C'est pour nous assurer la sécurité, des emplois plus nombreux et meilleurs. Tel est le jeu politique actuellement en vigueur dans le monde entier. Et c'en est au point que nous oublions d'être de simples humains, de vivre heureux sur cette terre qui est la nôtre, et d'en faire quelque chose de bien. « 6 septembre. Comprendre en un éclair. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la compréhension survient lorsque l'esprit est très silencieux, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, l'éclair de compréhension, et lorsqu'il n'y a pas de verbalisation de la pensée. Faites-en l'expérience toute simple, et vous verrez surgir en vous ce flash de compréhension, cet éclair de lucidité fulgurante qui surgit lorsque l'esprit est tout à fait tranquille, que la pensée est absente, que l'esprit n'est pas assourdi par son propre tumulte. Ainsi, toute compréhension, qu'il s'agisse de comprendre un tableau moderne, un enfant, votre femme, votre voisin ou la vérité, ne peut se faire que lorsque l'esprit est tout à fait tranquille. Mais cette tranquillité de l'esprit ne peut se cultiver, car si on la cultive, le résultat obtenu n'est pas un esprit tranquille, mais un esprit mort. Plus vous vous intéressez à une chose, plus vous voulez comprendre, plus votre esprit est simple, lucide, libre. Alors cesse toute verbalisation. La pensée, en effet, n'est faite que de mots, et c'est le mot qui fait obstacle. C'est l'écran des mots, c'est-à-dire la mémoire, qui s'interpose entre le défi et notre réponse au défi. C'est le mot qui répond au défi, et c'est ce que nous appelons l'intellection. Et donc un esprit bavard qui verbalise sans cesse ne peut pas comprendre la vérité. La vérité telle qu'elle est dans la relation, et non une vérité abstraite. Il n'existe pas de vérité abstraite, mais la vérité est chose très subtile. Comme un voleur dans la nuit, elle vient quand on ne l'attend pas, secrète et mystérieuse. « 7 septembre. L'intellect pris au dépourvu. Vous ne pouvez vous connaître vous-même que lorsque vous n'êtes pas sur vos gardes, que vous ne calculez pas, ne protégez pas, que vous n'êtes pas constamment aux aguets, prêt à guider, à transformer, à soumettre, à contrôler, lorsque vous vous voyez de façon inopinée, c'est-à-dire quand l'esprit n'a aucune idée préconçue à son propre égard, quand l'esprit est ouvert et ne se prépare pas d'avance à rencontrer l'inconnu. Si votre esprit s'est préparé d'avance, vous ne pourrez assurément pas rencontrer l'inconnu, car vous êtes le connu. Si vous vous dites « je suis Dieu » ou « je ne suis qu'une somme d'influences sociales ou un paquet de qualités », si vous avez des idées préconçues à votre propre égard, vous ne pouvez pas comprendre l'inconnu qui est spontané. Donc, la spontanéité ne peut jaillir que lorsque l'intellect n'est pas sur ses gardes, quand il ne se protège pas, quand il n'a plus peur de lui-même. Et cela ne peut jaillir que de l'intérieur. Autrement dit, le spontané doit être l'inédit, l'inconnu, l'incalculable, le créatif, ce qui doit impérativement être exprimé, aimé, et en quoi la volonté, en tant que processus de l'intellect qui contrôle, qui dirige, ne joue aucun rôle. Observez vos propres états émotionnels et vous verrez que les instants de grande joie, d'immense extase, ne sont jamais prémédités. Ce sont des événements imprévisibles, mystérieux, secrets.
8 septembre. La mémoire n'a pas d'existence en soi. Qu'entendons-nous par ce terme de pensée ? À quel moment pensez-vous ? Il est évident que la pensée est le résultat d'une réponse, neurologique ou psychologique, n'est-ce pas ? C'est la réponse immédiate des sens à la sensation, ou c'est psychologique, la réponse des souvenirs accumulés. Il y a donc d'une part la réponse immédiate des nerfs à la sensation, et il y a d'autre part la réponse psychologique des souvenirs emmagasinés, l'influence liée à la race, au groupe, au gourou, à la famille, à la tradition et ainsi de suite. Tout cela étant ce que l'on appelle la pensée. Donc le processus de la pensée est la réponse de la mémoire, n'est-ce pas ? Vous n'auriez pas de pensée si vous n'aviez pas de mémoire, et c'est la réponse de la mémoire à une expérience donnée qui met en action ce processus de la pensée. Qu'est-ce donc que la mémoire ? Si vous observez votre mémoire et la façon dont vous emmagasinez les souvenirs, vous remarquerez que la mémoire se rapporte à des faits, des techniques, à l'information, à l'art de la mécanique, aux mathématiques, à la physique, etc. Ou bien qu'elle est le résidu d'une expérience incomplète, inachevée, n'est-ce pas ? Lorsque vous allez jusqu'au bout d'une expérience, qu'elle est achevée, elle ne laisse aucun souvenir au sens d'un résidu psychologique. Il n'y a de résidu que lorsqu'une expérience n'est pas pleinement comprise. Et nous ne comprenons pas l'expérience parce que nous regardons chaque expérience à travers le prisme des souvenirs passés. C'est pourquoi nous ne rencontrons jamais l'inédit sous sa forme de choses neuves, mais toujours à travers l'écran de ce qui est vieux. Il en résulte clairement que notre réponse à l'expérience est conditionnée, toujours limitée. « 9 septembre. La conscience se réfère au passé. Si vous observez très soigneusement, vous verrez que ce mouvement de la pensée n'est pas continu, mais qu'un intervalle se produit entre deux pensées. Bien qu'il puisse ne durer qu'une fraction infinitésimale de seconde, cet intervalle existe et a son importance dans le mouvement de va-et-vient pendulaire de la pensée. Il est aisé de voir que l'activité de notre pensée est conditionnée par le passé, lequel est projeté dans le futur. Sitôt que l'on admet le passé, l'on doit aussi admettre le futur, car ces deux états dits passé et futur ne sont en fait qu'un seul état, qui inclut le conscient et l'inconscient, le passé collectif et le passé individuel. Ces deux passés, en réponse au présent, émettent certaines réponses qui créent la conscience individuelle. Notre conscience se réfère par conséquent au passé, et là est tout l'arrière-plan de notre existence. Dès que vous avez le passé, vous avez inévitablement le futur, parce que le futur n'est que la continuation du passé modifié, c'est-à-dire encore du passé. Notre problème consiste donc à produire une transformation dans ce processus du passé sans créer une nouvelle forme de conditionnement à un autre passé. « 10 septembre. Pourquoi sommes-nous irréfléchis ? Le penseur élabore ses pensées à partir de l'habitude, de la répétition, de l'imitation, ce qui n'aboutit qu'à l'ignorance et à la souffrance. L'habitude n'est-elle pas de l'irréflexion ? La perception lucide suscite l'ordre, mais elle n'engendre aucune habitude. Les tendances persistantes n'aboutissent qu'à l'irréflexion, à l'inconséquence. Pourquoi sommes-nous irréfléchis ? Parce que penser est douloureux. Cela crée des perturbations, suscite des oppositions, cela peut nous amener à réagir à l'encontre des schémas établis. Alors que penser et ressentir de façon large et ample, exercer une lucidité sans choix ni exclusive, voilà qui peut nous entraîner jusqu'à des profondeurs inconnues. Or, l'esprit est rebelle à l'inconnu. C'est pourquoi il passe du connu au connu, d'une habitude à une autre habitude, d'un schéma à un autre. Ce type d'esprit n'abandonne jamais le connu pour aller à la découverte de l'inconnu. Se rendant compte de la douleur qui va de pair avec la pensée, le penseur, à force d'imitation, d'habitude, finit par perdre le fil de ses pensées
Ayant peur de penser, il crée ce schéma de comportement irréfléchi. Comme le penseur a peur, ses actions naissent de la peur. Il les regarde alors et s'efforce de les changer. Le penseur a peur de ses propres créations. Mais l'acte et celui qui le fait sont identiques. Le penseur a donc peur de lui-même. Le penseur est la peur même. Il est la cause de l'ignorance, de la souffrance. Le penseur peut se diviser en de multiples catégories de pensées, mais la pensée et le penseur ne font toujours qu'un. Le penseur et les efforts qu'il fait afin d'être, de devenir, sont la cause même du conflit et de la confusion. « 11 septembre. Le penseur et la pensée. N'est-il pas indispensable de comprendre celui qui pense, accomplit ou agit, le penseur, le faiseur, l'acteur, puisque sa pensée, son geste, son action sont indissociables de lui. Le penseur est la pensée, le faiseur est ce qu'il fait, l'acteur est l'action. C'est dans sa pensée que se révèle le penseur. Le penseur, par ses propres actions, est l'auteur de son propre malheur, de son ignorance, de ses conflits. Le peintre nous brosse ce tableau du bonheur passager, de la souffrance, de la confusion. Pourquoi produit-il cette image pénible ? Il est évident que c'est cela le problème à étudier, comprendre et dissiper. Pourquoi le penseur conçoit-il ces pensées qui sont la source de toutes ses actions ? La voilà, la muraille de roc à laquelle on se heurte, n'est-ce pas ? Si le penseur peut se transcender, alors tout conflit cessera. Et pour se transcender, il faut qu'il se connaisse. Ce qui est connu est compris. Ce qui est réalisé et achevé ne se répète pas. C'est la répétition qui donne une continuité au penseur. « 12 septembre. La liberté de penser n'existe pas. Je ne sais pas s'il est clair pour nous tous que nous passons notre vie dans un état de contradiction. Nous parlons de paix et nous préparons la guerre. Nous parlons de non-violence et nous sommes fondamentalement violents. Nous parlons de bonté et nous ne sommes pas bons. Nous parlons d'amour et nous sommes dévorés d'ambition, imbus d'un esprit de compétition, d'efficacité sans scrupule. Il y a donc contradiction. Toute action née de la contradiction n'aboutit qu'à la frustration et à de nouvelles contradictions. C'est que, voyez-vous, toute pensée n'est que fragmentaire. Elle ne peut jamais être totale. La pensée est la réponse de la mémoire et la mémoire est toujours fragmentaire, car la mémoire est l'expérience vécue. La pensée est donc la réaction d'un esprit qui est conditionné par l'expérience. Toute forme de pensée, d'expérience, de savoir est inévitablement parcellaire. La pensée est donc impuissante à résoudre les nombreux problèmes qui sont les nôtres. Vous avez beau essayer de raisonner sur ces problèmes de manière saine et logique, il vous suffira d'observer votre propre esprit pour constater que votre mode de pensée est conditionné par votre condition sociale, par l'environnement culturel dans lequel vous êtes né, par les aliments que vous consommez, par le climat sous lequel vous vivez, par les journaux que vous lisez, par les pressions et les influences subies dans votre vie quotidienne. Nous devons donc comprendre de façon très claire que notre pensée, c'est la réponse de la mémoire, et que la mémoire fonctionne mécaniquement. Le savoir sera toujours incomplet, et toute pensée issue du savoir est limitée, parcellaire, et n'est jamais libre. La liberté de penser n'existe pas, mais nous pouvons commencer à découvrir une liberté qui n'est pas un processus de pensée et dans laquelle l'esprit a simplement conscience de tous ses conflits et de toutes les influences auxquelles il se heurte. « 13 septembre. La pensée sans le penseur. Le singe dans l'arbre a faim. Puis lui vient le désir de cueillir un fruit ou une noix. L'action vient d'abord, puis l'idée que l'on aurait intérêt à stocker la nourriture. Ou pour exprimer les choses différemment,
Qu'est-ce qui vient en premier ? L'action ou celui qui exécute l'action ? Sans l'action, y a-t-il un acteur ? Comprenez-vous ? C'est cela que nous nous demandons toujours. Qui est-ce qui voit ? Qui est l'observateur ? Le penseur est-il distinct de ses pensées ? L'observateur distinct de ce qu'il observe ? Le sujet de l'expérience distinct de l'expérience ? Celui qui agit distinct de l'action ? Mais si vous examinez réellement le processus, très attentivement, de près et intelligemment, vous verrez qu'il y a toujours d'abord l'action, et que cette action, qui a une fin en vue, crée l'acteur. Est-ce que vous suivez ? Si l'action a un objectif en vue, la réalisation de cet objectif engendre l'acteur. Si vous pensez très clairement et sans préjugés, sans conformisme, sans essayer de convaincre qui que ce soit, sans objectif en vue, en cet acte même de penser, le penseur est absent. Il n'y a que l'acte de penser. Ce n'est que lorsque vous visez en pensant à la réalisation d'un but que vous devenez important et non la pensée. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué cela. C'est en réalité une chose importante à découvrir, parce que de là, nous saurons comment agir. Si le penseur précède la pensée, alors il est plus important que la pensée. Or, toutes les philosophies, les coutumes et les activités de notre civilisation actuelle sont fondées sur ce postulat. Mais si c'est la pensée qui vient en premier, alors la pensée est plus importante que le penseur. « 14 septembre. La perception immédiate. Il n'y a pour moi qu'une seule chose qui compte, la perception. C'est-à-dire le fait de percevoir si une chose est vraie ou fausse de manière immédiate. C'est cette perception immédiate de ce qui est faux et de ce qui est vrai qui constitue le facteur essentiel, et non l'intellect, avec ses raisonnements fondés sur son habileté, son savoir, ses engagements. Il vous est certainement arrivé de temps à autre de voir immédiatement la vérité d'une chose. Par exemple, cette vérité qui est que nous ne devons absolument appartenir à rien. C'est cela la perception. Voir la vérité d'une chose immédiatement, sans analyse, sans raisonnement, sans aucune de toutes ces choses que l'intellect crée à seule fin de différer la perception. C'est tout à fait différent de l'intuition, mot dont nous faisons un usage facile, trop facile. Pour moi, rien ne compte que cette perception directe, et non le raisonnement, le calcul, l'analyse. Vous devez être capable d'analyser. Pour raisonner, vous devez avoir l'esprit bien fait, incisif. Mais l'esprit qui se limite à la raison et à l'analyse est incapable de percevoir ce qu'est la vérité. Si vous êtes en communion avec vous-même, vous saurez pourquoi vous appartenez, pourquoi vous vous êtes engagé. Et si vous poussez plus loin, vous verrez l'esclavage, l'amputation de la liberté, l'absence de dignité humaine qu'entraîne cet engagement. Lorsque vous percevez cela instantanément, vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être libre. Voilà pourquoi la perception est essentielle. « 15 septembre. Une compréhension d'instant en instant. La compréhension fondamentale de soi-même n'est pas le fruit d'une accumulation de connaissances ou d'expériences. Celle-ci s'appuie sur la mémoire, tandis que la connaissance de soi est d'instant en instant. Si nous ne faisons qu'accumuler des données sur le moi, ces informations mêmes nous empêchent de nous comprendre plus profondément, car cet entassement de savoir et d'expérience devient un foyer où la pensée se concentre et a son être. « 16 septembre. Comprenez le processus de votre pensée. Supposez que vous n'ayez jamais lu aucun livre de religion ou de psychologie et que vous deviez trouver le sens, la signification de la vie. Comment vous y prendriez-vous ? Supposez qu'il n'y ait pas de maître, pas de religion organisée,
ni Bouddha, ni Christ, et que vous ayez à commencer depuis le commencement, comment vous y prendriez-vous ? Tout d'abord, il vous faudrait comprendre votre processus de pensée, n'est-ce pas ? Et ne pas vous projeter, vous et vos pensées, dans le futur et créer un Dieu qui vous fasse plaisir. Ce serait trop enfantin. Donc tout d'abord, il vous faudrait comprendre le processus de votre pensée. Et c'est la seule façon de découvrir quelque chose de neuf, ne croyez-vous pas ? Lorsque nous disons que le savoir et les connaissances sont un obstacle, une gêne, nous ne parlons pas des connaissances techniques, savoir conduire une voiture, faire fonctionner une machine, etc., ni de l'efficience qu'elle confère. Nous pensons à toute autre chose, à ce sens de félicité créative qu'aucune somme de savoir ou de connaissance ne donnera jamais. Être créatif, dans le vrai sens de ce mot, c'est être libéré du passé, d'instant en instant. Car c'est le passé qui constamment projette son ombre sur le présent. Nous accrocher à des informations, aux expériences d'autrui, à ce qu'un tel a dit, quelque grand qu'il soit, et essayer de conformer nos actes à ses pensées, tout cela est du monde des connaissances. Mais pour découvrir du neuf, l'on doit partir tout seul, complètement démuni, surtout de connaissances. Car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences. Mais celles-ci n'étant que des produits de projection personnelle, sont irréelles, fausses. « 17 septembre. Le savoir n'est pas la sagesse. Notre soif de savoir, notre désir d'acquérir sans cesse quelque chose, nous font perdre l'amour. Et ainsi s'émousse et le sentiment que nous avons de la beauté et notre sensibilité à la cruauté. Nous nous spécialisons de plus en plus et sommes de moins en moins intégrés. La sagesse ne saurait être remplacée par les connaissances, et aucune somme d'explications ni aucune accumulation de faits ne libéreront l'homme de la souffrance. Le savoir est nécessaire, la science a son utilité, mais si le cœur et l'esprit sont étouffés par les connaissances, et si la cause de la souffrance est oblitérée par des explications, la vie devient vaine et n'a plus de sens. L'information, la connaissance des faits, bien qu'elle augmente en permanence, est par sa nature même limitée. La sagesse est infinie. Elle inclut la connaissance et le processus de l'action. Mais nous saisissons une branche et croyons que c'est l'arbre entier. La connaissance d'une partie ne peut jamais nous faire réaliser la joie du tout. L'intellect ne peut conduire au tout, car il n'est lui-même qu'un fragment, qu'une partie. Nous avons séparé l'intellect de la sensibilité et avons développé celui-ci à son détriment. Nous sommes comme un objet à 3 pieds, dont l'un serait beaucoup plus long que les 2 autres, et nous n'avons pas d'équilibre. Nous sommes entraînés à être des intellectuels, notre éducation dispense à l'intellect une formation qui l'aiguise, le rend habile, capable d'acquérir, et c'est ainsi qu'il tient le rôle majeur dans notre vie. L'intelligence est bien supérieure à l'intellect, car elle est l'intégration de l'amour et de la raison. Mais il n'y a intelligence qu'en la connaissance de soi, en la profonde compréhension du processus total de soi-même. « 18 septembre. La fonction de l'intellect. Je ne sais si vous avez déjà réfléchi à la nature de l'intellect. L'intellect et ses activités ne posent aucun problème à un certain niveau, n'est-ce pas ? Mais quand l'intellect porte atteinte à cette pure sensibilité de perception, alors la médiocrité s'installe. Pour connaître la fonction de l'intellect et avoir conscience de cette pure perception sans les laisser se mêler l'une à l'autre et se détruire mutuellement, il faut avoir une grande clarté, une grande acuité de conscience. La fonction de l'intellect est donc toujours, n'est-ce pas, d'explorer, d'analyser, de chercher à savoir, mais parce que nous avons soif de sécurité intérieure, psychologique, parce que nous sommes effrayés, angoissés par la vie, nous en arrivons à une conclusion donnée et nous engageons à son service. Un engagement nous mène à un autre,
Et je dis que cet esprit-là, cet intellect-là, qui s'est fait esclave d'une conclusion, a cessé de penser, de s'interroger. « 19 septembre. Soyez différents. » J'ignore si vous avez déjà remarqué le rôle immense que l'intellect joue dans notre vie. Les journaux, les magazines, tout autour de nous privilégie la raison. Non que je sois opposée à la raison. Au contraire, nous devons être capables de raisonner très clairement, très finement. Mais vous constaterez, à bien y regarder, que l'intellect ne cesse d'analyser afin de savoir pourquoi nous avons besoin ou non d'appartenir, pourquoi il faut être différent, si l'on veut découvrir la réalité, et ainsi de suite. Il y a donc l'intellect, avec son aptitude à s'interroger, à analyser, à raisonner et à tirer des conclusions, et il y a la sensitivité, la perception pure, qui est sans cesse interrompue, dénaturée par l'intellect. Et quand l'intellect interfère avec la perception pure, cette interférence produit un esprit médiocre. Nous avons d'un côté l'intellect, avec sa capacité de raisonnement, fondée sur ses préférences et ses aversions, sur son conditionnement, sur son expérience et son savoir, et de l'autre côté, nous avons la sensitivité, qui est corrompue par la société, par la peur. Vont-ils à eux deux nous révéler la vérité, ou n'y a-t-il que la perception et rien d'autre ? « 20 septembre. Un esprit qui apprend. » Qu'entendons-nous par apprendre ? Est-ce apprendre que de se borner à acquérir des connaissances, à échanger des informations ? C'est une certaine façon d'apprendre, n'est-ce pas ? Si vous faites des études techniques, vous étudiez les mathématiques et ainsi de suite. Vous apprenez, vous vous informez sur le sujet. Vous accumulez des connaissances afin de les utiliser à des fins pratiques. Vous apprenez alors par accumulation, par addition. Mais lorsque l'esprit ne fait qu'absorber, additionner, acquérir, est-ce apprendre ? Apprendre, n'est-ce pas une toute autre chose ? Je dis que ce processus accumulatif que nous désignons actuellement par le terme d'apprendre n'a rien à voir avec ce qu'est apprendre. Ce n'est rien d'autre que cultiver la mémoire, qui devient mécanique. Et l'esprit qui fonctionne mécaniquement, comme une machine, est incapable d'apprendre. Apprendre est tout autre chose, ainsi que je vais essayer de le montrer. L'esprit qui apprend ne dit jamais « je sais », parce que le savoir est toujours fragmentaire, alors qu'apprendre est toujours quelque chose d'intégral. Apprendre ne signifie pas partir d'une certaine somme de connaissances pour en ajouter de nouvelles. Cela n'est qu'un simple processus mécanique. Or, apprendre est quelque chose de très différent. Pour moi, apprendre est quelque chose de tout autre. J'apprends à propos de moi-même d'instant en instant, et ce moi-même est vital, essentiel. Il vit, il bouge. Il n'a ni commencement ni fin. Dès que je dis « je me connais », c'en est fini d'apprendre. Tout s'achève dans le savoir accumulé. Apprendre, ce n'est jamais accumuler. C'est un mouvement du connaître qui n'a ni commencement ni fin. « 21 septembre. Le savoir s'arroge l'autorité. » Aucun mouvement d'apprendre n'est possible lorsqu'on ne fait qu'acquérir des connaissances. Les deux choses sont incompatibles. Elles sont contradictoires. Le mouvement d'apprendre suppose un état dans lequel l'esprit n'a aucune expérience préalable, emmagasinée sous forme de savoir. Le savoir est une acquisition. Apprendre, au contraire, est un mouvement constant, qui n'est pas un processus d'acquisition ou d'addition. Il suppose donc un état dans lequel l'esprit n'est investi d'aucune autorité. Le savoir s'arroge toujours l'autorité, et l'esprit qui se retranche derrière l'autorité du savoir est absolument incapable d'apprendre. L'esprit ne peut apprendre que lorsque le processus d'accumulation a définitivement cessé. Pour la majorité d'entre nous,
il est assez difficile de faire la différence entre la notion d'apprendre et celle d'acquérir des connaissances. Grâce à l'expérience, en lisant, en écoutant, l'esprit accumule des connaissances. C'est un processus de thésaurisation par lequel nous ajoutons à ce qui est déjà connu, et c'est sur la base de cet arrière-plan que nous fonctionnons. En fait, par ce thème d'apprendre, nous désignons le plus souvent ce processus même d'acquisition d'informations nouvelles qui viennent s'ajouter au stock de connaissances que nous possédons déjà. Mais je parle ici de quelque chose de tout à fait différent. Le terme « apprendre » ne signifie pas pour moi que l'on ajoute à ce que l'on sait déjà. On ne peut apprendre que lorsqu'il n'y a pas la moindre trace d'attachement au passé sous forme de savoir, c'est-à-dire lorsqu'on ne traduit pas en termes de connu tout ce qu'on voit de neuf. L'esprit qui apprend est un esprit innocent, alors que l'esprit qui acquiert simplement des connaissances est un esprit vieux, stagnant, corrompu par le passé. L'esprit innocent a une perception instantanée. Il apprend constamment, sans rien accumuler, et seul un tel esprit est mûr. « 22 septembre. C'est le cerveau qui produit l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Quand je pose cette question, il ne faut pas s'attendre à ce que j'y réponde. Regardez votre esprit. Observez le fonctionnement de votre pensée. Ce que j'ai décrit n'a qu'une simple valeur indicative. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est à vous d'en faire l'expérience. Le mot, la description, le symbole n'est pas la chose réelle. Le mot porte n'est évidemment pas la porte. Le mot amour n'est pas le sentiment, l'extraordinaire qualité de sentiment que ce mot désigne. Ne confondons donc pas le mot, le nom, le symbole avec le fait. Si vous ne faites que rester au niveau verbal et discuter de la nature de l'esprit, vous êtes perdu, parce que jamais vous ne percevrez la qualité de cette chose étonnante qu'on appelle l'esprit. Qu'est-ce donc que l'esprit ? L'esprit est évidemment l'ensemble de nos facultés perceptives ou de notre conscience. C'est le processus total de notre existence, le processus global de notre pensée. L'esprit est le fruit du cerveau. Le cerveau engendre l'esprit. L'esprit est l'enfant du cerveau. Sans le cerveau, point d'esprit. Mais l'esprit est pourtant distinct du cerveau. Si le cerveau est limité ou endommagé, l'esprit lui aussi sera endommagé. Le cerveau qui enregistre toutes les sensations, toutes les réactions de plaisir ou de douleur, le cerveau avec tous ses tissus, tous ses réflexes, crée ce que nous appelons l'esprit, bien que l'esprit soit cependant indépendant du cerveau. Vous n'êtes pas obligé d'admettre tout cela. Vous pouvez le passer au crible de l'expérience et tirer vos propres conclusions. « 23 septembre. L'esprit retenu par son encre. Nous poursuivons, tels des machines, notre harassante routine quotidienne. Avec quel empressement l'esprit se plie à un schéma de vie, et avec quelle ténacité il s'y accroche. L'esprit est rivé en place par l'idée, comme par un clou, et c'est autour de l'idée qu'il organise son existence et fonde son être. L'esprit n'est jamais libre, souple, car il est toujours retenu par son encre. Il évolue dans l'enceinte, tantôt large, tantôt étroite, de son propre centre. Il n'ose pas s'aventurer loin de ce centre et lorsqu'il le fait, il est éperdu de peur. Pas la peur de l'inconnu, mais celle de perdre ce qui est connu. L'inconnu ne suscite pas la peur, alors qu'être dépendant du connu la provoque. La peur est toujours liée au désir du plus ou du moins. L'esprit, qui tisse sans cesse sa toile de schéma, est le géniteur du temps. Et le temps apporte avec lui la peur, l'espoir et la mort. «
24 septembre. L'esprit est le résultat du temps. L'esprit est constamment incité à se conformer à certains schémas de pensée. Autrefois, seules les religions constituées cherchaient à assurer la maîtrise des esprits, mais de nos jours, les gouvernements ont largement pris le relais. Ils veulent modeler et contrôler les esprits. En apparence, l'esprit peut résister à leur contrôle. En surface, vous avez votre mot à dire dans cette affaire, mais sous la surface, dans les profondeurs de l'inconscient, il y a tout le poids du temps, de la tradition qui vous entraîne dans des directions données. Au niveau conscient, l'esprit est capable, dans certaines limites, de se contrôler et de se guider par lui-même. Mais dans l'inconscient, vos ambitions, vos questions non résolues, vos pulsions, vos superstitions, vos craintes sont là, palpitantes, pressantes, aux aguets. Tout ce champ de l'esprit est le résultat du temps. L'esprit est le résultat des conflits et des accommodements, de toute une succession de consentements donnés sans pleine compréhension. Donc nous vivons en état de contradiction. Notre vie est un processus de lutte incessante. Nous sommes malheureux et nous aspirons au bonheur. Bien que violents, nous souscrivons à un idéal de non-violence. Et ainsi le conflit se poursuit. Notre esprit est un champ de bataille. Nous avons soif de sécurité, en sachant tout au fond de nous qu'il n'en existe aucune. À vrai dire, nous refusons d'être confrontés au fait que la sécurité n'existe pas. Nous sommes donc toujours à la poursuite de la sécurité, avec pour résultat la peur que suscite son absence. « 25 septembre. La plus formidable des révolutions, c'est la vie. L'esprit est maintenu dans un modèle. Son existence même est le cadre à l'intérieur duquel il fonctionne et se meut. Le modèle fait référence au passé ou au futur. C'est l'espoir et le désespoir, la confusion et l'utopie. C'est ce qui a été et ce qui devrait être. Nous connaissons tous parfaitement bien ces questions. Vous dites vouloir briser l'ancien schéma et le remplacer par un nouveau qui n'est autre qu'une version modifiée de l'ancien. Vous voulez édifier un monde nouveau ? C'est impossible. Vous pouvez vous mentir à vous-même et tromper les autres, mais tant que l'ancien modèle ne sera pas totalement détruit, il ne pourra y avoir de transformation. Et même si vous pouvez trouver l'idée séduisante, ce n'est pas vous qui représentez l'espoir du monde. Briser les modèles, les anciens comme les soi-disant nouveaux, est de la plus extrême importance si l'on veut mettre de l'ordre dans ce chaos. C'est pourquoi il est tellement important de comprendre le mécanisme de l'esprit. Est-il possible que l'esprit n'ait pas de modèle, qu'il soit libéré de ce mouvement pendulaire du désir entre passé et futur ? C'est effectivement possible. C'est l'action qui consiste à vivre dans le présent. Vivre, c'est être sans espoir, faire fi du lendemain, ce qu'il ne faut pas confondre avec le désespoir ou l'indifférence. Mais nous ne vivons pas. Nous sommes toujours à la poursuite de la mort, du passé ou du futur. La plus formidable des révolutions, c'est la vie. La vie n'a pas de modèle, mais la mort en a, le passé ou le futur, ce qui a été ou l'utopie. Vous vivez pour l'utopie et ce faisant, vous sollicitez la mort et non la vie. « 26 septembre. La révolution intérieure. La vérité ne se rencontre que d'instant en instant. Ce n'est pas un phénomène continu. Mais l'esprit qui cherche à la découvrir, étant lui-même le produit du temps, ne peut fonctionner que dans le champ du temps. Il est donc incapable de trouver la vérité. Si je veux connaître l'esprit doit se connaître lui-même, car il n'existe pas de jeu indépendant de l'esprit. Il n'y a pas de qualité qui soit indépendante de l'esprit, de même que les qualités du diamant sont indissociables du diamant lui-même. Pour comprendre l'esprit, vous ne pouvez pas l'interpréter en fonction des idées d'un autre que vous.
mais vous devez observer comment fonctionne votre propre esprit dans sa globalité. Lorsque vous en connaissez tout le mécanisme, son mode de raisonnement, ses désirs, ses motivations, ses ambitions, ses centres d'intérêt, son envie, son avidité, sa peur, alors l'esprit peut aller au-delà de lui-même. Et c'est lorsqu'il se transcende que l'on découvre quelque chose de totalement nouveau. Cette qualité de nouveauté suscite en l'être une formidable passion, un formidable enthousiasme qui provoque une révolution intérieure profonde. Et seule cette révolution intérieure peut transformer le monde, ce qu'aucun système politique ou économique n'est capable de faire. « 27 septembre. La conscience est une. Il n'y a en fait qu'un seul état, et non deux, le conscient et l'inconscient. Il n'y a qu'un état d'être, lequel est conscience, bien que certains veuillent y voir les deux formes du conscient et de l'inconscient. Mais cette conscience est toujours du passé, jamais du présent. L'on n'est conscient que de ce qui est passé. Vous n'êtes conscient de ce que j'essaie de dire que la seconde d'après, n'est-ce pas? Vous le comprenez un moment plus tard. Vous n'êtes jamais conscient du maintenant. Vous ne le percevez pas. Observez vos cœurs et vos esprits, et vous verrez que la conscience fonctionne entre le passé et le futur, et que le présent n'est que le passage du passé au futur. Si vous observez le fonctionnement de votre esprit, vous verrez que le mouvement, tant vers le passé que vers le futur, est un processus dans lequel le présent n'est pas. Tantôt le passé est un chemin d'évasion hors du présent, lequel est probablement désagréable. Tantôt le futur est un espoir situé en dehors du présent. L'esprit est toujours absorbé dans le passé ou dans le futur et rejette le présent. Soit il condamne et rejette le fait, soit il l'accepte et s'identifie avec lui. Un tel esprit est évidemment incapable de voir un fait en tant que fait. Tel est notre état de conscience, conditionné par le passé, et notre pensée est une réponse conditionnée à la provocation d'un fait. Plus vous réagissez selon le conditionnement d'une croyance, d'un passé, plus vous renforcez le passé. Ce renforcement du passé n'est évidemment qu'un prolongement du passé lui-même, qu'il appelle futur. L'état de notre esprit, de notre conscience, est celui d'un pendule qui va et vient entre le passé et le futur. « 28 septembre. Au-delà du temps. Il va de soi que l'esprit qui est conditionné ne peut pas découvrir ce qui est au-delà du temps. Autrement dit, l'esprit tel que nous le connaissons est conditionné par le passé. Le passé, se prolongeant à travers le présent jusqu'au futur, conditionne l'esprit, et cet esprit conditionné, en proie au conflit, au malheur, à la peur, à l'incertitude, est à la recherche de quelque chose qui dépasse les frontières du temps. Voilà ce que nous faisons tous de différentes manières, n'est-ce pas? Mais comment un esprit, qui est le produit du temps, peut-il jamais trouver ce qui est hors du temps? La demeure de vos croyances, vos biens, vos attachements et vos modes de pensée rassurants et sans cesse violés, fracturés, mais l'esprit persiste à vouloir la sécurité. Il y a donc conflit entre ce que vous désirez et ce que l'engrenage de l'existence exige de vous. C'est ce qui nous arrive à tous. J'ignore si ce problème présente le moindre intérêt pour vous. L'existence quotidienne, avec toutes ses difficultés, semble suffire à la plupart d'entre nous. Notre unique préoccupation est de trouver une réponse immédiate à nos problèmes divers. Mais tôt ou tard, les réponses immédiates s'avèrent peu satisfaisantes, parce que quel que soit le problème, il n'y a pas de réponse, si ce n'est dans le problème lui-même. Et si je sais comprendre le problème, si j'en saisis les moindres nuances, alors il n'existe plus. « 29 septembre. L'esprit qui a des problèmes manque de sérieux. L'une des principales questions que l'on doit se poser est de savoir jusqu'à quel point
jusqu'à quel niveau de profondeur l'esprit est capable de voir clair en lui-même. Telle est la qualité de sérieux, laquelle suppose que nous ayons conscience de tout l'ensemble des structures psychologiques de notre être, avec ses exigences, ses pulsions, son désir d'accomplissement et ses frustrations, ses misères, ses tensions et ses angoisses, ses luttes, ses souffrances et les innombrables problèmes qui sont les siens. Un esprit perpétuellement assailli de problèmes n'est en aucun cas un esprit sérieux. Mais l'esprit qui comprend chacun des problèmes au fur et à mesure de leur apparition et sait les dissiper immédiatement afin qu'ils ne se reportent pas sur le jour suivant, cet esprit-là, lui, est sérieux. Par quoi sommes-nous généralement intéressés ? Si nous avons de l'argent, nous nous tournons vers les choses dites spirituelles ou les divertissements intellectuels, où nous avons des discussions sur l'art, où nous nous mettons à la peinture afin de nous exprimer. Si nous n'avons pas d'argent, nous passons le plus clair de notre temps à essayer d'en gagner. Et jour après jour, nous sommes happés par cette misère, cette routine sans fin et l'ennui qu'elle distille. Nous sommes pratiquement tous rodés à fonctionner de façon mécanique dans un travail quelconque, année après année. Nous avons des responsabilités, une femme et des enfants dont il faut assurer la charge, et pris dans l'engrenage de ce monde fou, nous essayons d'être sérieux. Nous essayons de suivre une voie religieuse, nous allons à l'église, nous rejoignons les rangs de telle organisation, religieuse ou autre. Ou bien nous entendons parler de réunions comme celle-ci et, puisque nous sommes en vacances, nous venons y faire un tour. Mais rien de tout cela ne déclenchera cette formidable mutation de l'esprit. « 30 septembre. L'esprit religieux inclut l'esprit scientifique. L'esprit religieux est celui qui s'est affranchi de toute autorité. Et il est extrêmement difficile de ne dépendre d'aucune autorité, ni celle imposée par autrui, ni celle de l'expérience que nous avons engrangée et qui est liée au passé, à la tradition. L'esprit religieux n'a pas de croyance, pas de dogme. Il s'attache à un fait, puis à un autre. L'esprit religieux est donc aussi un esprit scientifique. Mais en revanche, l'esprit scientifique n'est pas un esprit religieux. L'esprit religieux inclut l'esprit scientifique, mais il ne suffit pas que l'esprit soit rodé aux connaissances scientifiques pour qu'il soit religieux pour autant. L'esprit religieux s'intéresse à l'existence humaine dans sa totalité, à son fonctionnement global, et non pas à une fonction particulière. Le cerveau, lui, s'intéresse à une fonction particulière, il se spécialise. Il fonctionne dans le cadre d'une spécialité, comme chez le scientifique, le médecin, le musicien, l'artiste, l'écrivain. Ce sont des techniques spécialisées, dont le champ est très restreint, qui sont responsables des divisions non seulement intérieures mais extérieures. C'est sans doute le scientifique qui, au même titre que le médecin, est actuellement considéré par la société comme le plus éminent et le plus indispensable de ses membres. La fonction prend donc une importance prédominante, car le statut social, c'est-à-dire le prestige, en dépend. Là où il y a spécialisation, il y a donc fatalement contradiction, et aussi un rétrécissement de l'esprit. Ainsi fonctionne le cerveau. Je vous remercie pour cette écoute attentive du livre de la méditation et de la vie de Krishnamurti. Les lectures étaient celles du mois de septembre. Je vous retrouve très vite pour les lectures du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Namasté.